Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Anne Michaud qui a participé à 2 Olympiades. On revient sur ses débuts, mais aussi sur ce qui l'a poussé à viser la haute performance et sa vision de la préparation physique pour le kayak. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse découvrir Anne Michaud et ses secrets. Salut Anne, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Rudy, ça va bien, un peu comme tous les jours d'ailleurs. Merci. Comme tous les jours, tu es toujours de bonne humeur alors ? Souvent, écoute, j'ai cette chance-là. Eh ben, écoute, comme tu le sais, ça fait longtemps que je te cours entre guillemets après, et donc après de nombreuses semaines, peut-être mois, à essayer de te joindre. Et ben, je suis bien heureux de t'avoir sur le podcast. Donc, tu connais un peu la question, la première question, c'est comment tu as découvert le kayak ? Donc il faut remonter au siècle précédent, hein. Ça commence à faire un petit peu. C'est pas très original, hein. C'est mes frères qui faisaient du kayak. Il y avait un petit club à Mantoche, très exactement, une petite bourgade de 500 habitants, et donc c'était un petit peu inespéré. Et ça avait l'air très sympa, trop sympa, à la fois de pouvoir aller sur l'eau et puis aussi l'ambiance. C'est Claudine et François Rigolo qui s'occupaient du club. Et j'ai gratté, j'ai fait pression auprès des parents. Puis au bout d'un moment, ils ont cédé, ils ont commencé à me faire apprendre à nager. Et puis après, ils ont lâché le fauve et puis voilà quoi. Et ça a commencé comme ça. Tu avais quel âge ? Ma première licence, j'avais 9 ans. Mais c'est rigolo parce que je garde un souvenir très précis de la première séance. La première fois que j'ai eu la chance de monter en canoë avec François, justement, François Rigolo, on a fait un tour de C2 Leclerc. On a traversé la Saône, truc que je faisais à la nage. Oh, c'était trop sympa de voir la rive de l'autre côté. On a fait le tour des îles au milieu des roseaux. C'était extra. Et puis après, dans la foulée, il m'a fait monter en CAPS. Et le challenge, c'était de pas tomber à l'eau. Et je suis pas tombée à l'eau. Donc là, c'était bon. C'était gagné. C'est là que j'ai mordu à l'hameçon tout de suite. Et quand tu disais un CAPS, c'était un CAPS de kayak ? Parce que là, tu parles de canoë ? Oui, on a fait un petit tour en C2 Leclerc et ensuite, je suis montée en K1 CAPS. Et c'était normal de monter en C1, en K1 CAPS à 9 ans ? C'est ce que tu faisais ? C'était un petit peu fait pour ça, en fait. C'était les bateaux les plus stables en kayak qu'on avait. Alors, on avait des bouchons aussi à l'époque, mais c'était... voilà, peut-être que je suis passée par le bouchon, mais en tout cas, j'ai vraiment souvenir du CAPS vert dans lequel je suis montée le premier jour et voilà. Comment ça se passait au début des entraînements pour toi ? Il y avait une certaine fréquence d'entraînement ou c'était le truc habituel que j'ai déjà entendu plein de fois, savoir mercredi, samedi Alors, je parlerai pas d'entraînement, hein, faut quand même pas pousser. C'était des sorties de kayak. Je dis pas, quand je dis faut pas pousser, c'était pas construit, enfin c'était pas des programmations, c'était pas fait pour progresser dans un but compétitif. C'était vraiment de sortir sur l'eau, prendre plaisir avec tout le groupe. Effectivement, c'était le mercredi et samedi. Enfin, j'ai plutôt souvenir du samedi, mais
mais bien sûr, c'était pas original. C'était la même fréquence que tout le monde sur les créneaux qui étaient libres au niveau scolaire, quoi. Tes frères faisaient aussi du kayak alors? Absolument. Mon grand frère a dû être champion ou médaillé au championnat de France. Ça devait être en cadet ou en junior, en CAPS, en canoë. Philippe et mon frère Laurent a fait sport-études. Lui, il avait un avenir brillant avant d'avoir les épaules en carton. Mais voilà. Donc il est de la génération d'Olivier Berthoud. Ils se sont retrouvés ensemble en sport-études à Besançon. Voilà pour la petite histoire. Est-ce que quand on a 9 ans, on fait des compétitions en kayak? Peut-être qu'il y a eu une compète, mais c'était pas la première année. Ça devait peut-être être la deuxième. C'était à Mantoche, donc ça va. Il devait y avoir le club de Port-sur-Saône, le club, enfin voilà, les clubs locaux vraiment. En sachant que le club de Port-sur-Saône, c'était le frère de François Rigolo qui s'en occupait. Donc si tu veux, c'était pas une réunion familiale, mais j'ai souvenir que c'était un peu catimini, mais très sympa. Et puis petit à petit, oui, le programme de compète en Benjamin minime. Où on allait à Mulhouse, où on allait un petit peu partout dans l'Est, puisqu'on marchait beaucoup Alsace, Bourgogne-Franche-Comté à l'époque, sur les compétitions. Toi, t'as commencé et tu n'as fait que de la course en ligne? Ou est-ce que J'ai dans tes commencé, débuts formateurs, t'as fait aussi un peu de slalom, de descente? si Michel Chapuis tombe sur ce podcast, il va bien rigoler. Je le vois sourire en coin d'ici là. J'étais vraiment une bille totale en slalom. J'aimais pas ça du tout. La descente, ça pouvait aller, mais alors le slalom, j'étais pas à l'aise et non, j'ai trouvé aucun plaisir. Et visiblement, ça se voyait, ça se voyait dans ma façon de ne pas passer les portes. Et non, course en ligne, j'ai adoré ça tout de suite, cette sensation de vitesse, la possibilité qu'on avait, même sur un K1 CAPS, la possibilité qu'on avait d'aller vite sur l'eau. J'ai adoré ça tout de suite. Mais t'étais resté hyper longtemps au CAPS parce que de ce que je comprends, on y est jusqu'en minime inclus à ton époque, non? Ouais, c'est ça. On passait en course en ligne, en bateau de vitesse, en cadette. Mais après, c'était pour les compètes. Je me souviens en minime 2, peut-être minime, non, pas minima, mais minime 2, je m'entraînais la plupart du temps de mémoire en bateau de vitesse. Ça devait être un ranger ou un lanceur à l'époque. Et par contre, en Benjamin minime, le jeu, c'était justement de pouvoir s'entraîner en bateau de vitesse, à la fois sans tomber à la baille et puis en allant vite, quoi. Et ça te frustrait pas trop justement de t'entraîner en bateau de vitesse et après de repasser en CAPS pour les compétitions? Bon, il y a des fois, faut pas se poser de questions. Quand la règle est comme ça, tu peux pas la changer, donc tu t'adaptes. Ouais, parce que C'est ainsi. j'imagine que ça glissait un peu et donc là, comme ça glissait pas, tu devais forcer à Ah fond. si, ça glissait, mais moins. Ça glissait, mais moins, forcément. Et puis tout, le bateau était plus large. Enfin, c'est forcément pas la même chose. Mais bon, c'était comme ça. Donc, si je voulais faire des compètes et il fallait que je passe en CAPS. Donc, voilà, c'est comme ça. Quand tu faisais tes sorties kayak, est-ce que vous étiez un petit groupe de copains à le faire ou t'étais seule et peut-être la seule fille? À cette époque-là, ouais, on était un petit groupe et il y avait surtout des gars. Je me souviens plus trop pour les filles s'il y en avait. Oui, il y en avait. Pas beaucoup, mais en tout cas, il n'y avait pas de différence, tu vois, de genre. On était, franchement, François et Claudine, ils nous ont toujours traité les garçons et filles de la même manière, sans aucun problème. Et ouais, on faisait beaucoup de sorties ensemble, quoi. Autant que je me rappelle, c'était souvent, enfin, c'était que des séances collectives à l'époque. Quand tu parles de sortie, c'est quoi en fait? Tu fais un tour, tu dis tiens, on va jusque là-bas et on revient? En fait, sur la Saône, on a une portion justement à. En fait, initialement, le club était à Mantoche et puis après, il est monté à Gré, le fameux club de Gré, qui est à 6 kilomètres sur la Saône. Donc en fait, ça veut dire que sur cette portion-là, il n'y a pas de barrage. Tu peux naviguer, tu peux faire allègrement 15, voire même 20 bornes si tu vas sur le canal. Donc forcément, on se faisait des boucles. On se faisait des boucles sur la Saône et en plus c'était bien parce que même s'il y avait pas de balisage, comme la VNF, elle balise tous les kilomètres la Saône, tu vois, et on avait des repères kilométriques. Donc oui, on se faisait des séances soit au chrono, soit à la distance. Ça veut dire que durant tes jeunes années, ça t'arrivait de faire des 15 kilomètres sur l'eau?
Non, là, non, non, non. Là, ça dépend, qu'est-ce que tu appelles jeunes années, mais Benjamin minime. non, 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 on devait faire, je sais pas, 5, 6, 7, je sais plus, c'est loin, hein. C'est long. C'est facile. C'était quelle année tes débuts? Tu te souviens? 80, 81, 81. Ah ouais, ça fait 40 ans alors. Oui, bah ça va, Ah ouais. merci. Ah, le temps passe vite. Le temps Donc passe c'est pour vite. ça que mes mémoires sont peu précis. Quand tu as commencé à faire des compétitions peut-être un peu plus importantes, comme les régates minimes, est-ce que tu sortais du lot? Alors la première entre guillemets grande compète, quand tu dis régate minime, moi c'était les Championnats de France, enfin les régates de l'espoir à Trémola en 1985, et c'était la première fois que je voyais tout ce monde, toutes ces concurrences, mais avec un grand détachement, les grands yeux ouverts. Enfin, c'était vraiment très sympa. Et se détacher, pas nécessairement. J'ai dû faire, je sais plus, 5 et 6 sur la vitesse et sur le fond. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Et est-ce que donc c'est quelque chose qui t'a motivé pour ta deuxième année? De te dire, j'ai fait J'ai 5 bien et 6, aimé, ouais. est-ce que je peux gagner est-ce que vous avez l'esprit de Bah oui. compétition? Bah, j'ai l'impression, oui. Mais ça, je l'avais déjà remarqué, ne serait-ce que quand on faisait les sorties avec les garçons, l'idée c'était que dès qu'il y en a un qui tapait une bourre, c'était de le suivre, et puis surtout, si je pouvais être devant, c'était bien, quoi. Tu vois? Et surtout sur les petits sprints, toi, les petits trucs un petit peu nerveux. Et puis ça m'est resté quand j'étais en sport-études en 89. Oui, c'est ça, 88, 89, où on s'entraînait avec des Philippe Aubertin, Hervé Charlane, enfin voilà, des gens qui fréquentaient l'équipe de France, au moins junior. En fait, leur jeu c'était ça, ils mettaient un grand coup de pelle pour me faire croire qu'ils allaient partir, puis moi je partais. Mais donc oui, je crois que l'esprit de compétition, ouais, c'est sûr que ça m'a animé, c'est sûr. Est-ce qu'en minime 2, tu réussis mieux les régates de l'espoir? Vraisemblablement, oui, puisque je dois gagner la vitesse et faire 2 en fond. On se tirait la bourre avec Armel Bayou de Blois. Ah si, mais j'ai des souvenirs quand même. Et donc là, durant cette année, entre minime 1 et minime 2, est-ce que ton entraînement avait augmenté en fréquence? Tu avais changé des choses? Au club, ils avaient changé quelque chose ou pas? Écoute, je saurais pas dire. Autant je sais que j'ai le souvenir que ça s'est vraiment structuré en cadette parce que je voulais passer un cap. Et Claudine, elle m'a vraiment accompagnée là-dessus. Bon, elle s'occupait pas plus de moi que des autres. Claudine, elle a une formation de prof de PS. Et Claudine et François, ils ont dévoué leur vie au club. Et ça, à jamais je leur en serai reconnaissante. Un peu pour le kayak et surtout pour tout ce qu'ils m'ont fait découvrir à côté. Et les choses se sont vraiment construites effectivement au passage à la catégorie cadette. Maintenant, minime 2, je me souviens du stage terminal qu'on avait fait à Port-sur-Saône, qui était extrêmement cadré, planifié, programmé. On s'entraînait à Catherine Grosjean, elle était venue s'occuper de nous. Alors après te dire si ça avait vraiment progressé sur toute la période hivernale et sur toute la saison, probablement, mais je saurais pas dire précisément. Qu'est-ce qui fait qu'en cadette, tu voulais aller plus loin? J'avais mis le pied dans l'engrenage, monter sur le podium, c'est agréable, t'avais bien envie de recommencer. En tout cas, moi, j'avais bien envie de recommencer. Puis en plus, il y avait ce challenge, là, tu passais dans une catégorie où tu allais te confronter à des filles qui avaient un an de plus que toi. Enfin, voilà, il fallait travailler quand même. Est-ce que tu restes au même endroit pour t'entraîner quand t'es cadette? La première année, oui. Je reste encore à Gré. Et puis, l'année d'après, alors attends, 80. Non, mais les deux, toutes cadettes, ouais, les 2 années de cadette, je reste à Gré. Et je m'entraîne à Gré. Et là, forcément, puisque j'augmente ma quantité d'entraînement, je multiplie les séances où je suis toute seule, quoi. Mais même toute seule, ça allait? T'avais pas besoin d'avoir du monde à côté de toi? Non. Enfin, si, t'en as toujours besoin. Il y a des périodes qui sont plus difficiles. Et puis, à un moment donné, sortir de ta zone de confort, c'est quand même plus facile quand il y en a qui te poussent aux fesses que toute seule. Mais en tout cas, en termes de motivation, ces années-là, ça passait, quoi. Et puis après, je suis... Ouais, excuse-moi. Vas-y, Yann. Et puis ensuite, j'ai souhaité franchir encore un autre cap. Et puis, c'est pour ça que j'ai rejoint Patrick Masson, Mamas, à la sport-études de Besançon, en 88-89.
Et là, Et, comment ça se passe pour toi au sport-études? Donc là, tu rejoins d'autres sportifs qui sont un peu dans la même mouvance, qui ont les mêmes objectifs. Est-ce que tu t'intègres exactement. facilement? Oui, 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 oui. Après, le rythme a été forcément différent. Là, c'était la première année d'internat. Bon, après, j'étais un petit peu, ça va, j'avais pas 12 ans, mais première année d'internat, non, c'était toute une aventure. C'était très sympa, un bon groupe d'entraînement, un site différent d'entraînement avec le Doubs qui est assez. Et il a du tempérament, le Doubs. Hein. Il suffit qu'il y ait un petit peu d'eau et tout de suite ça bouge beaucoup plus que la Saône ne peut bouger. Donc c'était bien en termes d'adaptation, d'adaptabilité. Et puis, je découvre la musculation un peu plus construite. Je découvre le suivi médical. Je découvre pas mal de choses. Non, non, c'était une bonne aventure, une bonne expérience. Ouais. Et est-ce que là, tu parles de muscu, mais donc en kayak, il y a l'entraînement kayak, il y a l'entraînement, on va dire course à pied, l'entraînement muscu. Est-ce que tu faisais déjà de la course à pied auparavant? Oui, oui, oui. Bon, en fait, ça, c'est culturel. Mes parents n'étaient pas nécessairement sportifs, compétiteurs dans l'âme, mais ils sont déjà compétiteurs euh, et pas forcément dans le sport. Et ils ont une culture de l'exercice, je te dirais plus. Et ce que mes frères et moi, on a reçu en héritage, c'est-à-dire que chez nous, tout le monde était inscrit au club de cross de Mantoche, par exemple. Et donc forcément les entraînements de cross tout l'hiver. Donc voilà, ça c'était culturel. Donc oui, je faisais déjà de la course à pied avant d'intégrer la section sport-études. Et comment tu t'en sortais en cross? Je suis peut-être un petit peu lourde pour courir vite et longtemps. Mais au niveau départemental, ça allait. Je pouvais faire des médailles, mais en même temps, en Benjamin et minime en Haute-Saône, si tu veux, il y avait pas grand monde, il y avait pas énormément de concurrence. Mais c'était sympa aussi. Puis c'est très formateur de courir dans le froid, dans la boue, enfin voilà, c'est bon pour le cœur et c'est bon pour la tête, quoi. Ouais, j'allais dire, c'est pas de ce que je comprends, c'est pas trop ton effort justement le long. Toi, t'es plus sprinteuse à démarrer, et finalement, tu trouvais quand même du plaisir dans le long. Mais surtout quand ça se finissait. Oui, 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 quand même, ouais, ouais. Et puis en plus, ça m'a permis d'avoir quelques bases quand même. Et tu peux pas être sprinter. Enfin, je pense que Maxime Beaumont pourrait le dire. Tu peux pas être sprinter dans le temps sans avoir un foncier conséquent, quoi. Comment ça se passe alors ces années cadettes en sport-études? Est-ce que là justement tu grimpes encore d'un niveau et tu te dis que tu peux peut-être est-ce que tu es prise en équipe de France pardon en cadette? Alors en cadette, donc j'étais pas encore entrée en sport-études. Je suis prise en équipe de France, et notamment en 88. C'était une super année. 88, où j'ai le souvenir que au Championnat de France à Tours, on a ramené toutes les médailles, et ça c'était chouette avec les coéquipières. Donc c'était chouette pour le club de Gré, t'imagines, un petit club comme ça qui domine la catégorie cadette. Ça, on l'a bien apprécié. Et puis, c'était vraiment sympa. C'était une aventure extra parce que on était parti au Championnat de France à Tours et direct, on partait des Championnats de France au Championnat d'Europe à Trasona, ouais, dans le nord de l'Espagne. C'était Bruno Bicocchi, Mamas et Françoise qui nous encadraient, les juniors. Et on avait enchaîné donc avec un stage terminal et puis Championnat d'Europe. Et c'était vraiment un super souvenir parce que visiblement le budget des juniors il n'était pas énorme, donc ils avaient fait avec les moyens du bord. On avait campé, on s'était débrouillé et puis finalement ça nous a pas empêché de réaliser des belles perfs parce que je me souviens qu'il y avait pas mal de médailles. Moi j'avais eu la chance d'en faire quelques-unes, deux, trois ou quatre, je sais plus. Ah ouais. Donc c'était vraiment. Bon, alors attends, il y avait pas les pays de l'Est, hein. Ouais, mais quand même là c'est quand même prometteur. Tu te dis là ça, tu vois que Je tu peux performer quoi. recontextualise. Ouais, c'était très sympa. Enfin, j'ai goûté à l'international et puis ça a rigolé. Et d'ailleurs, tiens, ça me rappelle que justement en 88, en début d'année, on était à la fameuse régate de Bratislava. Juste avant d'aller à Borum, deux régates qui, en tout cas à l'époque, je sais pas aujourd'hui, mais qui étaient vraiment des références pour les jeunes. Et puis j'ai le souvenir à Bratislava d'avoir battu une Allemande de l'Est. Wow. Et puis à Borum d'être monté sur le podium. Donc sont vraiment
ils se sont émoussés ces souvenirs, mais je me souviens que j'avais été vraiment marquée, quoi. C'était vraiment chouette. Là, à ce moment-là, c'est quoi tes ambitions en kayak? C'est de faire des championnats du monde plus tard? C'est de faire les Jeux Olympiques? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là que tu fais des médailles européennes? Donc, est-ce que tu as je veux dire, il y a deux types de personnes en général quand j'interviewe. C'est soit ils ont l'ambition tout de suite les jeux, ou soit ils prennent les compétitions à la compétition, quoi. Là, je saurais plus trop te dire comment je me positionnais, mais forcément, quand t'es arrivé à un échelon, moi, j'avais envie d'aller voir ce qu'il y avait au-dessus, quoi. Mais c'était peut-être, alors après, ça a peut-être, évolué au sens où j'avais surtout envie de voir jusqu'où je pouvais aller. Tu vois, plutôt que de gagner des compètes, c'était voir moi jusqu'où je pouvais aller, jusqu'à quelle vitesse je pouvais faire avancer mon bateau, jusqu'où je pouvais optimiser ma technique. Ça c'est venu plus tard si tu veux, mais c'était plus dans cet esprit-là. Et est-ce qu'il y avait justement, là tu parles de vitesse, ça me fait penser, est-ce qu'il y avait des tests avant l'arrivée de Kirsten en équipe de France chez les jeunes? Est-ce qu'il y avait des tests, je sais pas s'il y avait des tests. Alors Kirsten, moi j'étais déjà plus chez les jeunes. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, avant ça, est-ce qu'il y avait des tests On avait beaucoup travaillé. Moi, il y a une époque, je m'entraînais avec Christophe Debob sur le pôle de Dijon et on avait beaucoup travaillé justement sur tout ce qui était vitesse, gestion de la vitesse sur la distance, gestion de la vitesse optimale. On avait parce que c'était les tout débuts des speedomètres, tu vois. Ok, ah oui. Ouais. Les tout débuts avec les listes sous le bateau. Et puis sinon, ils prenaient les chronos. On avait une ligne balisée tous les 50 ou peut-être moins. Et puis ils prenaient les chronos, tu vois. Mais on avait fait un travail là-dessus en rapport avec la fréquence cardiaque, la fréquence de pagayage et tout ça. Mais ça, c'était dans les années début senior. Ok. Mais en cadet, tu n'avais pas de test particulier qui était fait régulièrement, comme on a pu voir après? Régulièrement non, effectivement. Ce souvenir très très désagréable d'avoir découvert les piges, les piges d'hiver, là, a choisi le roi, je sais pas combien il y avait, 3000. C'est dans 3000, je crois, je sais plus. Mais c'était long, c'était affreusement long, contre la montre. Oh non, ça c'était terrible. Ça, j'ai pas trop aimé, en fait, pour tout dire. Je crois que le chrono s'en est ressenti, mais c'est trop long. Qu'est-ce que tu fais comme étude, toi, au fait, après ça, après tes années cadettes? Alors après, j'ai fait quoi? La première, j'ai faite à Besançon. Je suis rentrée ensuite passer le bac à Gré parce que j'ai bien aimé l'internat, j'ai bien aimé la sport-études, mais je me suis dit on va peut-être assurer et pour avoir le bac, je vais peut-être rentrer à la maison. Et ensuite j'ai fait fac de sciences nat. Ok. Parce que je voulais faire prof de sciences nat. Et ça m'a tenu jusqu'en licence, au moment où je me suis retrouvée devant un amphi. Enfin là, je digresse un peu, mais devant un amphi pour faire on avait des exposés à faire. Et j'avais un exposé, j'avais tiré le sujet et je me suis retrouvée avec un ornithorynque en paillé, pardon, un ornithorynque en paillé et je devais faire une demi-heure sur l'ornithorynque. Et là, je me suis dit, c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire toute ma vie. Voilà, et c'est là que ça a viré. Mais ouais, j'imagine. J'imagine. Comment ça se passe les années juniors pour toi? Est-ce que c'est la suite logique de cadette? Tu performes encore plus? Ça a progressé dans d'autres domaines. Je fais pas du monde en 89 à Halifax, là, à Dartmouth. Je fais une finale, je crois. Mais c'était moins bien. C'était moins bien. Peut-être que je m'étais un peu éloignée de mon projet ou je sais pas. Tu sais, quand t'es ado, à un moment donné, tu découvres des choses. Enfin, je te dis, l'internat, le changement de structure, il faut s'adapter. Moi, je me suis adaptée, mais peut-être que je me suis un peu, à ce moment-là, éloignée de ce projet de compétitif. Pour autant, c'était une très bonne expérience. Et puis ensuite, par contre, ça a été difficile de rentrer, de s'astreindre à un rythme. Là, pour le coup, j'étais toute seule quasiment à tous les entraînements. J'ai atteint l'objectif puisque j'ai eu le bac. J'ai été sélectionnée au championnat d'Europe 90. Je crois que je fais 2 médailles, une sur le fond, tiens, et une sur la vitesse en K2 avec Manuela Thirion.
Mais c'est pas mes plus grandes années, si tu veux. Mais c'était intéressant, mais c'était pas mes plus grandes années. Et c'est pour ça que j'ai décidé en première année de fac de retourner dans une structure, parce que là, je savais que si je voulais continuer à progresser, il fallait que pas que je m'entraîne seule. T'as été où alors? Et du coup, je suis allée à Dijon. Je suis allée au CPEF de Dijon. Ça, c'était en 91. Et là, donc, il y avait un groupe d'entraînement qui s'entraînait à fond? Ouais. Alors, qui y était en 90? Il y avait Philippe Aubertin, il y avait... Et après, c'est arrivé, tu vois, après, il y a eu Isabelle Boulogne, il y a eu Cédric Noyau, donc des gens de ma catégorie avec qui on pouvait s'entraîner tous les jours, où ça mettait de l'intensité à l'entraînement quotidien, aux séances de muscul. Enfin, voilà, c'était aussi ce que je recherchais. Donc là, quand tu parles, là, t'es senior 1, c'est ça? Ouais. Et comment ça se passe comparé aux autres seniors? Parce que donc j'en ai interviewé pas mal de ta génération, et donc de ta génération, a priori, il y avait équipe de France A, équipe de France B, si j'ai bien compris. Est-ce que toi, en senior 1, tu rentres en équipe de France au moins dans le collectif? Alors, écoute, c'était quoi, 90-91, donc je me retrouve au Championnat du Monde, donc je dois être dans le collectif 1. Je crois que je vais à Malines, je crois que je vais à Duisbourg. Je sais plus trop, parce que après tu vas toujours au même endroit, donc j'ai du mal à me souvenir très exactement. Mais oui, je devais être avec. C'est là qu'on a commencé le K2 avec Françoise Laurent, qui voulait pas, parce qu'elle avait préparé avec Valérie Jules, mais on a fait du K2 ensemble. Elle a 1m80, moi 1m60. On a vite déterminé la place de l'une et l'autre dans le bateau. Pour voir devant, quoi. Sinon, il y en a une qui aurait rien vu, quoi. C'est ça. Si, mais en fait, je crois avoir intégré l'équipe 1 dès la première année. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais lourde, mais tu fais 1m60, donc est-ce que ça se demande combien tu pesais durant ta carrière? Je sais pas, je devais faire 60-62. Tu vois, c'est assez dense. Ouais. Donc tu cours pas forcément très vite, très longtemps, quoi. Est-ce que tu penses, je fais une petite parenthèse, que ta taille t'a limité pour aller vite? Probablement. Alors pas pour aller vite sur les départs, mais pour aller vite sur un peu plus long. Biomécaniquement, oui, je pense. Quand tu regardes de toute façon les statistiques des filles qui sont sur les podiums inter, même à l'époque, ça devait être un 67, je crois, dans ces eaux-là. Donc, alors après, c'est facile. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de podium. Il faut bien une excuse. C'est trop facile de se cacher derrière les statistiques. Oui, non, il n'y a pas d'excuse. J'avais pas de niveau. J'ai fait tout ce que je pouvais et voilà, je sais où j'en suis arrivée. Mais oui, probablement que j'aurais été plus grande, ça aurait peut-être été un peu moins difficile. Et encore, ça, on ne saura jamais et c'est pas grave. Hein. Est-ce qu'avec justement ton gabarit assez dense, est-ce que tu étais forte en muscu, par exemple? Alors forte, ça dépend à quoi tu fais référence. Aux exos principaux, tu sais, qu'on voit toujours coucher, tirage planche, ou si t'as d'autres exercices. Ouais, de mémoire pas trop mal, ouais. Et j'aimais bien ça en plus, mais finalement, il y a un moment donné, j'avais un max au développé à 100 kilos, ce qui est pas mal. Hein. Ah bah c'est énorme, pour 100 kilos. Ah oui. Ah ouais, t'es hyper forte. Oui, mais après, quand je me compare, je me souviens, je traînais beaucoup avec les Espagnols à cette époque-là. Et quand j'ai oublié son nom, mais elle me disait qu'elle tournait à 120 kilos, j'ai dit oui, d'accord. Enfin, tu vois, c'est toujours un problème de référence. Si elle fait 15 kilos de plus sur la balance, c'est normal. Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Mais... déjà, 100 kilos, c'est déjà pas mal hein, pour 60 kilos de poids de corps. Ouais. Après, j'aurais été plus endurante, ça m'aurait peut-être aidé aussi. Mais bon, ça, c'est un autre. Et en tirage, t'étais aussi forte que ça? Pareil, tu faisais autour de 100? Un petit peu moins, je vais être à 90-95, je sais plus. Mais... Ouais, t'avais un sacré quand même rapport poids-puissance. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça partait vite. Et après, voilà. Après, j'ai fait des efforts sur la fin, sur tout ce qui était aérobie. C'était peut-être un peu trop tard. J'aurais peut-être dû m'y coller plus sérieusement avant. Qu'est-ce que t'as fait comme effort d'un point de vue aérobie? C'est surtout quand Kirsten est arrivée et là on n'avait pas trop le choix. Autant moi, j'avais un problème avec sa vision du renforcement musculaire et de la musculation. Par contre, sur les séances bateau, écoute, j'ai suivi le courant et
ouais, et puis effectivement, c'était plutôt. Enfin, moi, ça m'a été bénéfique, clairement. Parce qu'avant ça, tu t'entraînais comment? C'était peut-être qu'au global, faudrait que je regarde mes carnets d'entraînement. Je sais pas où ils sont, hein. Mais j'avais le sentiment de faire beaucoup moins de kilomètres en continu, enfin beaucoup de moins de kilomètres dans la globalité, beaucoup moins de kilomètres en continu, enfin beaucoup moins d'efforts aérobie B1, B2, quoi, si tu veux. Ok. Et donc t'as connu avec Kirsten les fameux tests 2000, 5 km course à pied, tout ça aussi? Ouais. Et donc toi qui étais pas trop le 3000 d'ailleurs tu me parlais ça n'allait pas. Est-ce que sur le 2000 ça allait, sur la course à pied ça allait aussi? Bah après j'avais pas le même âge, donc à un moment donné tu te plies aussi aux exigences et puis tu te dis que s'ils proposent ça c'est qu'il y a une raison, donc et puis si tu veux être sélectionné il faut passer les tests, donc Oui, tu parles de ça parce que j'ai eu Sébastien Mayer, c'est pas encore sorti au moment où on fait l'épisode, et lui justement il m'a dit au début les tests ça marchait pas du tout. Ouais. Et donc il s'est fait sortir. Ouais, surtout chez les garçons, il n'y avait pas la même densité que chez les filles, quoi. Non, mais le 2000, je n'ai pas le souvenir de ce que j'y faisais. Je sais que j'étais pas en tête, mais je pense que je limitais les dégâts. Le 5000, moi, mine de rien, j'aime bien courir, donc je m'en sortais pas trop mal. Et puis après, tout ce qui était, c'était des efforts en muscle, hein, c'est ça, c'était max de rep à 2 minutes. Ouais. Bon, bah ça allait aussi. Enfin, en tout cas, au niveau français, par rapport à ces références t'as pas eu de mais... trous en termes de sélection à cause de tests loupés? Non, les trous que j'ai eus, c'était en 95, j'ai eu soucis de santé et tout ça. C'était plus question de blessure, tu vois, les trous. C'était pas des loupés entraînement ou contre-perf ou quoi. Enfin, si, forcément, les blessures, ça induit des contre-perfs. Enfin, les résultats sont pas là, mais c'est pas des erreurs que j'ai faites à l'entraînement qui m'ont coûté des sélections. Qu'est-ce que tu as eu comme blessure? Bah, il y a eu des blessures. Enfin, il y a eu des choses physiologiques qui ont nécessité des opérations, et puis il y a aussi des épaules. Ah ouais, donc t'as eu des trucs assez graves alors? Non, mais ça a rien à voir avec le sport, si tu veux. À un moment donné, quand tu es obligé de passer sur le billard, tu passes sur le billard, et puis ça ralentit un petit peu l'entraînement et la progression. Et puis il y a une période où j'avais du mal à assumer 2-3 saisons intenses d'affilée. Et du coup, à un moment donné, le corps lâchait. D'autant qu'en plus, j'aménageais pas mes études tous les ans. En fait, au mieux, j'aménageais une année d'études, l'année olympique, et puis après, je reprenais taquet, si tu veux. Donc forcément, si tu gardes le même rythme d'entraînement et que tu rajoutes une année universitaire normale, ça tient pas forcément très longtemps, quoi. Je reviens donc un petit peu en arrière. Donc là, tu fais du K2 avec Françoise. Est-ce que tu continues cette optique de K2 les années d'après? Bah, en fait, on était surtout, nous, on était le deuxième K2 parce que le premier K2, c'était Bernadette et Sabine, et on était associés toutes les quatre en K4 à Vers où on fait 9e. Au jeu, bah, il y a eu, c'était plus Sabine qui était dans le K4, c'était Isabelle Boulogne. Donc là, notre parcours, il était surtout un peu en K2, mais surtout en K4. Et puis après, j'ai voulu plutôt m'orienter, dans la mesure du possible, vers du K1. C'est là qu'on s'est, en 93, 94, peut-être un peu loupé avec Sabine, où on aurait dû s'associer. Bon, bah, ça s'est pas fait, mais peut-être des caractères un petit peu forts. Mais là, j'avais tenté ma chance en mono, en bi, je sais plus trop. Et en 94, je fais chemin du monde en monoplace au Mexique. Et c'est là que je fais 2 finales en 500 et en 200, où j'étais pas trop loin. Bah, j'étais pas proche du podium. Donc, tu vois, sur le coup, j'étais contente, mais a posteriori, de toute façon, tu fasses une finale, que tu fasses 4 ou 9, en gros, ça revient au même, quoi. Ouais, mais peut-être qu'au fil des années, tu t'es rapproché du podium. Peut-être que tu as pu voir une progression comme ça. Ouais, peut-être. Peut-être. Ah, t'es pas convaincu. Je reviens avant. Tu dis que au K4, vous avez fait les jeux? Oui, en fait, on a sélectionné le K4 pour les Jeux de Barcelone. Et dans le K4 aux Jeux de Barcelone, il y avait Bernadette Brajon, Isabelle Boulogne, Françoise Laurent et moi. Et alors, est-ce que c'était une consécration pour toi, ces Jeux de Barcelone? Est-ce que c'était génial?
Comment c'était? Bah, c'était waouh, c'était T'as pas l'air convaincu. bah, non, j'essaie de retrouver le ressenti que j'ai eu, mais évidemment, c'est impressionnant. En fait, c'est tous les à côté qui sont impressionnants. C'est démesuré, le village, tout est démesuré. Et puis tu vois les autres athlètes, moi je me souviens, j'ai été bercée au meeting d'athlétisme, et là tu tombes nez à nez avec des gens que tu regardais à la télé qui t'ont fait rêver quand t'étais môme. Et après sur la compétition en elle-même, ouais, peut-être que l'objectif était atteint, l'objectif d'aller au jeu était atteint. Tu vois, quand t'es un peu limite, quand tu connais ton niveau, c'est-à-dire que dans les sports énergétiques comme le kayak, si tu veux, la hiérarchie elle est un petit peu établie. Tu vas pas en 3 mois de passer de 6 secondes à en tête, quoi. Enfin, à gagner l'épreuve. Donc, tu sais qu'il y a une petite hiérarchie, tu sais que tu peux pas nécessairement prétendre au podium. Donc, l'objectif déjà, c'est de passer la marche et de te sélectionner au jeu. Mais tout ça, c'est inconscient. Hein. Mais quand tu y es, bah, l'énergie qu'il faut continuer à mettre, bah, elle est plus nécessairement là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Je vois bien de toute façon que on connaît la hiérarchie, comme tu dis, on sait à peu près ce qui va se passer, quoi. À moins d'un gros pépin, on connaît un peu le déroulement des courses ou presque. Ouais, ça on ne souhaite pas. Ça c'est à part Joseph Haïdem qui tombe à l'eau 5 mètres avant la ligne, ça arrive pas en course en ligne en fait. Ouais, non, il y a pas trop de surprises. C'est ça. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu sens que tu te rapproches un peu plus des meilleurs au niveau mondial? Peut-être s'il y a une fois où j'ai ressenti ça, c'était en 98 au championnat du monde où le 200 commençait à prendre un petit peu d'importance. Il n'était pas encore olympique, dommage. Et où là, c'était une distance sur laquelle je me sentais mais très très bien. Et en plus avec toute la préparation qu'on avait pu faire, notamment avec Kirsten, je me sentais vraiment encore mieux que les années précédentes sur le 200. Et je crois que tu l'as bien compris, c'était plutôt ma distance préférée, de prédilection. Et il se trouve que je fais 4e au championnat du monde. Ah ouais. Derrière trois grandes compétitrices. C'était dans le désordre. Tu avais Joseph Haïdem, Caroline Brunet et la Hongroise Eva. Non, je sais plus son nom. C'était pas Rita Coban, c'était bon, bref, peu importe, je vais pas retrouver. Et là, je me suis dit ouais, c'est chouette. Alors bon, toujours pas de médaille, mais c'est sympa, c'est très chouette. Après, c'était, je crois que c'était la dernière compète inter de ma carrière, mais ça, je ne le savais pas encore à l'époque. je reviens un peu en arrière. Tu t'entraînes à Dijon. Tu restes combien de temps à Dijon? Tout du long, en fait, je rentre au pôle en septembre 90 et moi, j'ai arrêté en 2000, enfin en 99-2000. Octobre 99, très exactement. Ça y est, ça me revient. Mais est-ce qu'il y a eu des changements d'entraîneur tout au long de ton parcours là-bas? Oui. On avait commencé avec Christophe Debove. Ensuite, on a eu Bico et Françoise. Et il me semble que c'était Fred Loyer. On a eu Fred Loyer aussi, mais alors je sais plus trop si c'était avec avant Françoise et Bico ou après Françoise et Bico. Désolée pour cette imprécision. J'espère que ceux qui sont concernés vont pas se formaliser. Ouais. Fred a de l'humour, donc ça devrait aller. J'en doute pas. Mais non, mais ça devait être Fred avant Françoise et Bico, parce que je me souviens Françoise en 99 qui me disait écoute, enfin elle m'a signifié que peut-être c'était temps pour moi de penser à ranger le bateau. Elle a très bien fait, c'est pas facile à faire quand tu es entraîneur. Elle a très bien fait, je la remercie encore pour ça. Et donc je pense que c'était elle qui était encore là en 99. Qu'est-ce que tu ferais différemment pour mieux performer? Est-ce qu'il y a 2-3 trucs que tu changerais? Des erreurs peut-être après coup avec le recul que tu as faites et que tu ferais pas? Est-ce que tu ferais par exemple plus de volume d'entraînement tu vois, vu que tu as commencé quand Kirsten est arrivé à augmenter ton volume et qu'a priori ça a plutôt bien réussi vu 98. Ouais. Volume aérobie, hein. Volume aérobie parce que volume global, je pense que je me suis farci 1 ou 2 surentraînements, donc ça c'était pas ce qui me manquait, mais peut-être un peu plus d'aérobie, c'est sûr.
Mais au global, finalement, je te dirais, on n'a qu'un essai, donc il faut le faire le mieux qu'on pense. Et puis, non, moi, j'ai pas de regrets. Je pense que j'ai fait ce que je pensais le mieux au moment où je l'ai fait. Voilà, donc je changerai pas forcément grand-chose. Alors, qu'est-ce qui te manquait pour faire la médaille? Ah bah si, il y a 3 places sur le podium. Il y a que 3 places sur le podium, et puis quand tu sais que comment la performance est multi critères, multi paramètres, enfin c'est incroyable quoi. Entre tous les aspects prédisposition, les aspects mentaux, tout ce qui est relatif à l'entraînement, tout ce qui est relatif à tous les paramètres. Donc écoute, moi je crois que peut-être j'étais tout simplement pas faite pour faire de la très haute perf, parce que c'est le terme à la mode, la très haute perf en kayak de course en ligne. J'ai fait des performances intéressantes, et c'est rigolo parce que j'ai toujours dit que j'avais pas fait de haut niveau. Enfin si, j'ai pas fait de haute performance. J'ai fait un peu de haut niveau si tu veux, mais j'ai pas fait de haute performance. Et tout le monde me dit bah si, mais c'est vrai. Quand tu fais pas de médaille internationale en championnat, c'est que tu fais pas d'autres perfs. Et t'es pas dans le même monde, si tu veux. Il te manque des trucs. Après, quoi, ça dépend des gens. Moi, peut-être pas assez endurante, peut-être pas assez grande, peut-être pas assez forte, tout simplement, finalement. Peut-être un peu pas assez de tout, quoi. On est passé un peu vite. Est-ce que tu as fait les Jeux de 96 aussi? Oui. Oui. Les Jeux de 96, bon, c'est pareil, c'est pas foufou comme résultat, c'est pas fou comme expérience. J'ai gagné ma Selec en K1 à la régate de rattrapage, la Séville en mai ou avril, je sais plus. Et j'avais fait les minima qui étaient fixés par le CNO, mais pas ceux de la Fédé. Puis finalement, tu sais, le CNO acceptait enfin non, pas le CNO, la Fédération internationale acceptait jusqu'à 4 K1 dames. Et la fédération française voulait juste les 2 premières. Et puis finalement, j'ai fini 4e et ils me repêchent quand même. Donc je fais les jeux, je mets tout ce que je peux mettre, et puis je suis très 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 loin. Maintenant, c'est intéressant aussi, tu vois, c'est que cette année-là, j'avais décidé de me consacrer complètement à la préparation olympique. En janvier, j'ai arrêté mes cours, c'était prévu. Bon bah c'était un peu trop, et je me suis un peu ennuyée, quoi. Tu vois. Sur l'équilibre général, c'est absolument pas pour ça que j'étais loin au jeu, hein, mais en tout cas, c'est pas un rythme, moi, qui m'a convenu. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je viens de finir le bouquin, peut-être que ça te parle, de Jean-Pierre Heger, qui était un préparateur physique assez connu. Ouais. Suisse, justement, voilà, Suisse, voilà, et qui parle de l'entraînement de Werner Gunther. Et il dit que justement, à un moment, pour lui, justement, où Werner est devenu vraiment athlète professionnel et qu'il a pu avoir plus de repos entre les séances, lui, justement, ça lui a bien convenu, tu vois. Donc là, c'est intéressant parce que toi, en fait, il te fallait un équilibre un peu différent. Exactement. Et ça, c'est propre à chacun. Alors forcément, tu as l'aspect physiologique qui fait référence au temps de récupération entre les séances. Et puis, tu as l'aspect psychologique, mental et bien-être. Il faut prendre aussi en compte, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes ta carrière en 99? Oh, bah alors là, c'est la catastrophe. Hein. Mais non, donc je te dis 98, ça se passe super bien. 99, là, le corps dit que il faut qu'il arrête. Là, il a plus trop envie. Lui, je me souviens, Kirsten me donne quand même ma chance et il m'envoie au championnat d'Europe des moins de 23 là, avec l'équipe de moins de 23. C'était super sympa. Et il me dit, tu fais un podium là-bas, c'est bon, je t'emmène au championnat du monde 99. Et le problème, c'est que j'avais une épaule en vrac, donc je faisais pas de muscule. J'avais un doigt je pouvais plus tenir le manche, tu vois, avec l'annulaire. Donc on avait mis une orthèse en plastique. Tu dis, ah, mais attends, on va où là? Bon bref, c'était super sympa en tout cas de partager ces moments avec. Je me souviens, il y avait Myriam Laribaud dans l'équipe, il y avait et Monique Bertrand et Monique en canoë, il y avait, enfin bref, et puis c'était un peu échange intergénérationnel. C'était très sympa. Bon, les championnats d'Europe, je dois faire 6 sur 200, ce qui dans mon état était pas si mal, mais qui était insuffisant effectivement pour prétendre faire de bons championnats du monde. Donc ça s'est arrêté là, quoi. Et c'est là, je te dis que Françoise a eu le mot juste. En plus, moi j'étais en doctorat et mon directeur de thèse il me dit
faudrait peut-être qu'on pense à accélérer un petit peu la cadence, non? Parce qu'évidemment, le travail, il n'avançait pas aussi vite qu'il aurait dû. Donc, à un moment donné, j'ai fait ce choix-là parce qu'il fallait le faire, parce que le corps suivait plus, donc les résultats suivaient plus, donc il fallait se consacrer à autre chose. Et donc là, tu as fini ton doctorat alors? Et du coup, j'ai soutenu en 2000, ouais. C'était quoi le sujet? C'était j'ai fait un doctorat en STAPS, donc et c'était sur la contractilité musculaire, donc forcément ça m'intéressait, d'autant plus que je m'intéressais à la récupération. Donc forcément ça me parlait, quoi. Quelles sont les conclusions, si tu t'en souviens? Oui, mais alors là c'est hyper spécifique, tu sais, c'est comme tous les travaux de thèse. Non, mais j'étais surtout concentrée sur l'exercice excentrique et que le corps a ça d'extraordinaire qu'après une séance d'exercice, notamment excentrique, il a de grandes difficultés à recouvrir l'ensemble de ses capacités. Et puis finalement, la deuxième fois où tu fais la même séance, c'est incroyable comme la récupération est améliorée et toutes les facultés sont améliorées et même la fatigue est réduite. Donc, c'est quelque chose que tu as fait, ça, un peu d'excentrique en muscu pour la pratique du kayak? Absolument, ouais. J'adorais ça d'ailleurs. Et alors, est-ce que ça t'aidait? Tu sentais que ça t'aidait? Ouais, en termes de gain de force, c'est très très efficace. Je pose la question parce que le kayak c'est très concentrique, hein. Oui, que du absolument. Et donc là, voilà, ma question c'était est-ce que le renforcement excentrique permet d'améliorer que l'activité uniquement concentrique? Alors bien sûr, le plus spécifique, pour avoir le meilleur gain, il faut s'entraîner en spécifique, mais à un moment donné, comme le dit Heger aussi lui-même, c'est qu'à un moment donné, tu plafonnes. Donc il faut varier les sollicitations, les types de sollicitations, et effectivement, l'excentrique présente cet intérêt que de permettre une augmentation de la force maximale. Donc ça, c'est une façon d'augmenter la force maximale. Et après, il y a de l'intérêt aussi pour le kayak, me semble-t-il, à développer de l'explosivité et de l'endurance. D'endurance à un haut niveau de force. Donc voilà, le travail excentrique faisait partie intégrante de la planif de musculation que je mettais en place avec l'équipe de Gilles Cometti à l'époque. Ouais, j'allais dire justement, t'étais de Dijon, donc t'as tout le truc de Cometti, et tu me corriges si je me trompe, mais de ce que je comprends, avec Kirsten, c'était surtout beaucoup d'endurance de force endurance, et il y avait pas tout cet aspect justement des méthodes un peu Cometti, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est là où moi j'avais du mal à adhérer. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'avais un peu de mal à adhérer sur cette approche de la musculation qu'avaient Kirsten et les Allemands de l'Est, qu'on retrouvait aussi en aviron. Bon, après, qui suis-je pour pour ne pas être d'accord avec un dispositif et un système qui a donné autant de résultats. En tout cas, moi, j'étais pas convaincue du truc et je voulais aller voir jusqu'où je pouvais aller avec cette approche plus Cometti de la musculation. Et moi, je reste intimement convaincue que cette approche-là du développement de la force maximale et de l'explosivité et d'un niveau d'endurance à un niveau de force élevé est intéressant quand à côté, tu fais justement un haut volume d'entraînement spécifique en kayak. Oui, mais j'ai plutôt ton avis. Hein. Ouais, parce que j'ai l'impression que sinon, la force endurance en musculation est un peu redondante par rapport à ce que tu fais en kayak. Mais je pense que les Allemands sont beaucoup plus intelligents et qu'il y a eu encore autre chose derrière. J'ai arrêté de chercher, mais en tout cas, le système a fait ses preuves. Ouais, non, mais c'est aussi ma vision du truc. Je trouve qu'il y a beaucoup de spécifiques en kayak et je me dis bon, ok, tu peux faire de l'endurance de force, de la force endurance, tout ça, mais c'est quand même assez redondant. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses autour que tu peux faire pour améliorer des paramètres que en fait, comme tu parles de force excentrique ou même de la pliométrie, des trucs comme ça. Tu te dis bon, ça peut être des trucs qui peuvent apporter un petit truc en plus. Ouais. Le statodynamique, je me souviens qu'on en faisait aussi. Enfin voilà, des choses. Cometti, c'était beaucoup ça. Pour ceux qui connaissent pas, il y a 2 tomes qui résument à peu près tout. C'est méthodes modernes de musculation, tome 1 et 2. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Et est-ce que par la suite, tu entraînes un petit peu ou pas du tout en kayak? Non. T'as pas cette envie que t'as un doctorat STAPS, tu te dis pas, tiens. Je me suis posé la question, très honnêtement, je me suis posé la question et puis je vais être tout à fait sincère, c'est que comme le kayak était ma passion, je me suis dit si je travaille dans ma passion, là pour le coup, je ne ferai que ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je sais pas si j'ai vraiment envie de ça et si c'est vraiment bien. Voilà. Donc je me suis préservée, j'ai pas fait ça. Ça veut pas dire que je passe pas ma vie à poser des questions sur mes missions professionnelles,
mais peut-être moins que si j'étais allée travailler dans ma passion. Qu'est-ce qui t'a amené au tir à l'arc? Parce qu'aujourd'hui, tu es DTN adjoint de la fédé de tir à l'arc. Ouais, Comment t'en arrives là? Bah, c'est un peu un concours de circonstances. Non, tu sais, la vie, elle est pas tracée. C'est beaucoup Tu faisais du tir à l'arc? D'opportunités, mais bah, pas du tout. En fait, t'en fais un petit peu maintenant? Mais non, pas du tout. Après la thèse, j'ai intégré le labo de bioméca et de physio de l'INSEP. Et puis pendant quelques années, et puis là il se trouve que le pôle, notamment les filles du pôle de tir à l'arc, ont des petits soucis de blessures récurrentes, tu vois, à l'épaule, au grand dentelé, tout ça, et donc les entraîneurs vont voir leur to be référent. Le to be référent il dit là il faut faire une analyse de l'activité pour déboucher sur un programme de renforcement spécifique. Là il va voir le chercheur avec lequel il a l'habitude de travailler actuellement, avec lequel je partageais le bureau. Le chercheur en question il me regarde, il me dit non, moi là je suis booké, je peux pas la prendre, est-ce que tu la veux? Et j'ai pris la manip. On a fait une analyse électromyographique de l'activité. On en a déduit certaines conclusions qui m'ont permis de mettre en place un programme de renforcement musculaire spécifique à visée prophylactique essentiellement. Et de fil en aiguille, j'ai passé le concours de prof de sport pour intégrer la fédé pour être placée auprès de la fédé de tir à l'arc, et où j'y ai exercé les missions de préparatrice physique et puis rapidement de responsable du haut niveau. Et ça fait depuis 2004 que ça dure. Et ça t'a pas démangé de faire un peu ça dans le kayak aussi, de faire, tu vois, même s'il y a des trucs, des papiers là-dessus, mais une analyse, justement, un EMG d'activité, puis tu te dis, tiens, c'est ça que finalement, on est peut-être passé à côté d'un truc, ou... Jusqu'à la recherche, non, j'ai pas eu l'opportunité, mais quand j'étais au labo, c'était Didier Hoyer qui était l'entraîneur du pôle de l'INSEP, et on a bossé ensemble sur justement le programme de renforcement musculaire, enfin musculation des pagayeurs du pôle, à l'époque, avec Mathieu Boubel, avec Nathalie Marie, avec il y avait un petit peu de monde à l'époque, et on a bossé ensemble, et je les accompagnais aussi en muscu. J'encadrais certaines séances, c'était sympa. Est-ce qu'il y a deux, trois conseils que tu as en tête là-dessus, vu que tu as une vision un peu différente de ce qui est habituellement proposé en termes de renforcement musculaire? Ouais, moi je sais pas ce qui se fait aujourd'hui, et puis je voudrais pas donner des leçons comme ça. Non, mais toi, de ton expérience, à l'époque, qu'est-ce que tu préconisais un peu différent? Ouais, je préfère pas me positionner. Mais... Tu veux pas te mouiller. Oui, enfin, c'est pas tant que mouiller, mais je préfère que, à la limite, on peut en discuter après. Enfin voilà, ouais, c'est ça, sans problème, mais comme ça. Alors si d'une manière beaucoup plus générale, et là, ce sort de la musculation, mais si j'avais un conseil à donner, c'est prendre plaisir dans tout ce qu'on fait, voilà. Ça, tu vois, je me mouille pas du tout, hein. J'imagine c'est comme le tir à l'arc, tu nages. Ah si tu nageais en plus, mais tu nageais au début en plus. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi ta mission au tir à l'arc? Je m'occupe notamment et préférentiellement de toutes les équipes de France, des structures d'entraînement, du suivi socio-professionnel, c'est bien déjà, qu'ils soient olympiques et paralympiques et non olympiques. Est-ce que après ta carrière, tu as continué à faire un peu de kayak ou pas du tout? J'ai arrêté pas mal. Après, quand je suis arrivée sur Paris, j'étais au Red Star. J'ai fait un peu j'aimais bien sortir, c'était sympa sur la Marne, ouais. Et puis, depuis, non, je monte une fois ou deux fois par an. Ça te manque pas? En fait, c'est pas tant que ça me manque, mais dès que je remonte en bateau, dans le course en ligne, le même que 98, un truc qui se fait plus, qui se voit plus sur les bassins, et écoute, je prends un pied pas possible. Même si ma pagaie, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus grande, mais bon, ça, c'est un autre problème. Ouais. Tiens, c'est marrant parce que j'ai eu justement Philippe Aubertin il y a pas longtemps au championnat de France à Vichy, et lui me disait que là justement il voulait essayer un peu les nouvelles formes de bateaux, tu vois, pour voir comment c'était tout ça. Et t'as pas eu ce truc-là de vouloir essayer peut-être aujourd'hui les nouvelles formes pour voir comment c'est par rapport aux anciennes? Pas du tout. Quand je te dis, je monte une ou deux fois par an, hein. Donc tu imagines bien le niveau de mes sensations. Donc non, je suis pas sûre que ce soit pertinent. Enfin, Est-ce que tu continues un peu quand même de faire du sport à côté? Oui. J'essaie de m'entretenir. J'essaie de courir un peu, de faire du vélo. Non, c'est important de bouger. Ouais, parce que j'allais dire, quand tu es sportif de niveau en kayak, tu n'arrêtes pas, quoi. Tu fais plein d'activités, ça n'arrête pas.
Donc comment tu fais 23 ans après? 23 ans après. Bah, écoute, j'essaie. En fait, la règle, c'est de faire au moins 3 aérobies par semaine. Donc, que ce soit du vélo sur les rouleaux là, à la cave, que ce soit du footing dans les bois. Ou moi, ça fait 15 ans que j'ai vendu la voiture, donc je me déplace à Paris que en vélo. Donc déjà, ça c'est pas mal. Et voilà. Donc, et puis un petit peu de renforcement musculaire. Je dis bien renforcement musculaire, poids de corps. Voilà, juste pour entretenir un peu et ne pas trop sentir les affres du temps passé. Tout à l'heure, tu parlais de performance multifactorielle. Oui. Aujourd'hui, beaucoup ont presque un staff autour d'eux qu'ils ont construit avec un kiné, un préparateur mental, des fois un nutritionniste, tout ça. Est-ce que toi, tu avais ça autour de toi à l'époque? Est-ce que tu en avais, tu en ressentais le besoin? Je travaillais, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Philippe Boucher du Centre Cometti, Centre d'expertise de la performance. Donc voilà, moi je m'étais entourée de lui, que je payais de mes propres deniers. Je le dis parce que culturellement, je sais pas en kayak, mais en tout cas, tir à l'arc, c'est pas forcément spontané que de s'investir financièrement dans sa préparation. Et pourtant, ça me semble quand même important. Et après, tout ce qui est psy, tout ça, non, de mémoire, j'avais pas mis en place quelque chose de particulier. Et sur l'alimentation? J'avais eu la chance moi, j'avais fait une maîtrise de physio, mention nutrition, donc j'avais quelques notions. Alors après, tu sais, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un petit décalage. Je sais bien. Je savais ce qu'il fallait faire. J'ai pas dit que je le faisais tout le temps. Attention, hein. Donc, non, j'ai essayé. Je me souviens, j'avais sollicité le professeur Jacques Belleville de la fac de Dijon et je lui ai dit non, mais moi, je veux juste quelques conseils pour avoir une alimentation équilibrée. Il m'a dit ça c'est le plus compliqué à avoir. Ok, d'accord. Ouais, parce que c'est un mot qui veut pas dire grand chose. Quand faut faire plein d'analyses pour voir quel est ton. C'est comme tout à l'heure on disait travailler, pas travailler. Faut trouver son propre équilibre, quoi. Et son propre équilibre, il faut faire plein d'analyses et en fait tu te rends compte que ça veut pas dire grand chose. En fait, équilibré de manière générale, quoi. C'est bien le message qui m'avait retourné. Ouais. je vois bien. J'arrive un petit peu au bout de mes questions, Anne. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Comme ça, non. J'ai l'impression qu'on a quand même sacrément balayé. Tu fais bien parler les gens. J'ai l'impression. Mais oui, bien sûr. Je savais que tu allais tenir facilement 1 heure. Je sais pas comment je dois l'interpréter, mais non, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que s'il y a quelque chose que je retiens, c'est le plaisir. Alors on parle surtout de ce qu'on voit à la lumière, tu vois, les podiums, les compètes, l'inter, les jeux. Oui, ça c'est bien. Mais pour moi, si tu te prends pas, s'il y a pas de plaisir au quotidien dans l'effort, dans l'exercice ou sur le chemin qui te mène à ton objectif, tu l'atteindras jamais ton objectif. Par contre, si tu prends plaisir au quotidien, déjà t'as gagné ça, quoi. Et pour moi, c'est vraiment le moteur. C'est vraiment le moteur. Tu vois, extérieurement, là, on est sur un podcast de sportifs. C'est que des sportifs qui vont nous écouter, mais c'est vrai que quand tu prends un peu de recul, tu dis, mais prendre du plaisir dans la souffrance en même temps, parce que tu te mets des séances, tu vas au carton. Donc finalement, tu prends du plaisir en t'infligeant un peu un truc. Oui, c'est pas complètement sain et équilibré tout ça. Et encore, quand je te disais, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir jusqu'où je peux aller. C'était aussi ça, quoi. C'était aussi ça. Donc voilà. Et super. Anne, s'il y en a après ce podcast qui veulent te contacter pour peut-être avoir des nouvelles ou comment font-ils? Est-ce que je mets ton email? Quel est ton email? Alors mon email, on peut le mettre. Tu peux mettre anne.reculet RECULET @orange.fr. Et c'est super. Comme ça, les gens sans problème, j'y répondrai. Ouais, avec super. plaisir. Et c'était merci cool. Rudy. Merci à toi. Tu m'as conforté dans ma vision de la musculation pour le kayak. Désolé. non, mais c'est peut-être pas la bonne, hein, mais c'est une vision, voilà. C'est ma génération, parce que moi j'ai grandi avec tous ces écrits-là, donc ça me parle plus que la force, l'endurance de force à l'extrême. Bref. Oui, mais qui a fait ses preuves quand même. Bref, on pourra en parler. On va en parler. Et merci à toi et merci salut à tous. Pour ce retour. Au revoir. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple.
Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.